Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Faut-il précuire les pommes de terre du gratin dauphinois? Peut-on réussir une véritable pizza à l'italienne sans four à bois? Ou encore, comment garder le moelleux de la chair du poulet tout en le rendant croustillant à l'extérieur? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Et bonjour! Bienvenue dans notre cuisine. Alors aujourd'hui, peut-être plus que jamais, notre menu sera éminemment saisonnier. On va vous proposer une série de recettes autour du gibier. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, j'adore. Et comme je vous le disais, cette saison. Alors, la cuisine du gibier, c'est une cuisine qui n'est pas forcément très évidente pour les non-initiés. Comment attendrir une viande? Faut-il la mariner ou non? Comment réussir une sauce grand veneur? Faut-il plutôt rôtir les viandes de gibier ou plutôt les mijoter? Faut-il les faisander? Bref, plein de questions que l'on se pose et que l'on va poser évidemment à notre grand chef Thierry Marx et à notre scientifique Raphaël Aumont. Car notre chef s'est lui aussi confronté à une recette de gibier tout en finesse et en trompe-l'œil. La groue, c'est un gibier qui reste très intéressant, très peu connu du grand public. Nous ferons ensuite un petit tour d'horizon du monde de la chasse et du gibier. Il existe plusieurs types de chasse et les chiens sont souvent les partenaires des chasseurs. Nous irons à la rencontre de Laurent Dubois qui les élève. C'est des athlètes de haut niveau, on va dire. Si l'on ne chasse pas, on peut tout de même se procurer du gibier sauvage. J'ai donc remonté la filière de collecte assez méconnue. Enfin, côté recettes, je suis partie à la découverte de deux grands classiques de la cuisine de gibier. À Lyon, Sonia Esgulian a mitonné un oreiller de la Belle Aurore. On dirait la construction d'un petit château fort, en fait. Et en Charente-Maritime, Christian Rayon nous a préparé un lièvre à la royale. Le reste, ça sera pour mon petit déjeuner demain matin. Voilà, on est d'accord. Cru à la charentaise. Oui. Comme vous le voyez, un programme bien rempli. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que la recette du lièvre à la royale qui a élevé cette cuisine au rang de cuisine d'exception. Il y a bien d'autres cuisines, bien d'autres recettes, dont celle que nous allons faire aujourd'hui. Un civet de lièvre, tout simplement. Et vous allez voir que finalement, oui, c'est assez simple. Il suffit de connaître les bonnes astuces, les bons gestes, et c'est pour ça qu'on est là. Il est vrai que les grands chefs ont rivalisé de créativité et d'ingéniosité. C'est le cas de Jean-Marie Amat, dont je tiens ma recette. Mais d'où vient leur inspiration ? Au commencement fut la terre, ses forêts et ses animaux. Puis vint l'homme et avec lui le chasseur. Ainsi le gibier fut. Le mot, lui, date du Moyen-Âge, où gibier signifiait chasse aux oiseaux. Gibier de prédilection des seigneurs qui aimaient les voir sur leur table de banquet, revêtus de leurs plumes et de leurs becs dorés, les plumages devant se rapporter à leur royale image. Côté saveur, il est durant tout le Moyen-Âge abondamment recouvert d'épices, pour cacher son parfum largement faisandé. À la Renaissance, les sauces qui sont à la mode prennent le relais. Appelées grand veneur, poivrade, diane ou encore salmi, elles mêlent baies et condiments au sang de l'animal. C'est la période des liaisons dangereuses. Chaque roi rivalise d'imagination pour laisser son empreinte à côté de celle de son gibier préféré. Et le point d'orgue est atteint avec le lièvre de Louis XIV, préparé à la royale bien sûr. Les paysans, eux, sont toujours à la bouillie d'avoine et au tubercule. Il faut attendre la Révolution pour voir la chasse se démocratiser et avec elle les recettes de terrine de chevreuil, de civet de lièvre et autres tourtes de canard sauvage jusqu'à devenir emblématiques de la cuisine française. J'aime chasser, en tout cas j'ai accompagné des chasseurs, mais je reconnais que j'adore cette cuisine. Du coup, je demande à mon boucher de me préparer la viande. Salut les garçons. Ça va? Comment ça va? Bah oui, bien. Dis donc, ça sent pas un peu le gibier, la chasse? À ce point-là?
Pardon. À ce point-là. Écoute, c'est le début, hein, ça va sortir d'autant plus tout à l'heure. J'étais en train d'expliquer que je demande au boucher de me préparer mon lièvre, de le peler, de le vider, de le découper. Alors, Jean-Marie Amat, tu connais? Ah On en a déjà parlé. C'est un des plus grands cuisiniers de la région Aquitaine. Il a été très précurseur. Il avait créé un restaurant magnifique. Et grand cuisinier, vraiment grand Bouillac, cuisinier. J'ai postulé chez lui. Eh bien, écoute, moi, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans ses cuisines en tant qu'observatrice et j'ai retenu, entre autres, cette recette de civet de lièvre qui, dans le fond, est très simple, qui était sans doute le civet de nos grands-mères, peut-être un peu plus codifié. Et c'est l'occasion de découvrir pas mal de tours de main. Alors, en général, moi, je commence par marquer, comme vous dites, par faire dorer, entre guillemets, les morceaux de lièvre dans un petit peu de matière grasse. Qu'est-ce que tu utiliserais comme matière grasse? Moi, je prends de l'huile neutre, mais... Alors, l'huile, ce qui marchait bien aussi avec le gibier, c'est le saindoux ou la graisse de canard aussi. Ah, la graisse d'oie, graisse de canard. Ah, ça, j'ai, je crois. Attends. Ah, ben voilà, très bien. Très bien. Alors voilà, cuillère. Pardon, pendant ce temps-là, je vais préparer la garniture aromatique. On va rester très classique. Céleri, carottes, échalotes, beaucoup d'échalotes. Oui, avec le vin rouge. D'abord, c'est très puissant le lièvre, enfin, comme beaucoup de gibier. Et l'échalote, qui est toujours un peu sucrée, va adoucir un petit peu l'agressivité et du vin rouge et du lièvre. Tu as raison, c'est vrai que c'est assez amer le gibier en général. Alors dis-moi, ce qui est discuté, c'est justement la tendreté, comme on dit, pour la viande. Et parfois, il me semble que cette viande peut être un peu sèche. Et j'ai pas trouvé de moyen de contrebalancer ça. Je n'ai pas tellement envie de mettre 3 louches de plus de graisse de canard. Qu'est-ce que je peux faire? Alors c'est le piquage. Je prends du lard gras. Du lard gras, d'accord. Du lard gras. Comme le lard de Bigorre. Comme du lard de... Alors ça, c'est parfait. Si on a du lard de Bigorre légèrement poivré, c'est super. On le coupe en petits cubes. Ouais. Mais vraiment, comme si on voulait mettre des gousses d'ail. C'est tout bête. Et tu le lentres, je le mets au congélateur. Je mets ces petits morceaux au congélateur pour qu'ils restent bien durs. Et je fais un tout petit trou avec la pointe de mon couteau ou avec une aiguille à brider, comme ça. D'accord. Et je rentre le lard dedans. Ce qui fait que du coup, tu vas lui donner ce moelleux qu'il n'a pas naturellement sans dénaturer le goût. Dire que le lièvre, c'est un athlète. Ben, ça court, c'est pas un animal d'élevage. C'est pas un animal d'élevage. Alors Thierry, j'ai pas de lard de Bigorre comme je te le proposais. Si tu me le permets, je vais prendre de ton gras de jambon. Ah bah avec plaisir. Prends mon gras de jambon. Si tu peux le garder d'ailleurs. Pour l'été, ça me débarrasserait. Pardon, je me suis mal exprimé. Alors finalement, un gras de jambon, ça tire lieu de lard. Bah oui, bien sûr, mais encore plus par contre, parfumé. l'astuce, comme dit Thierry, là, comme ça va être un peu plus mou que le lard de Bigorre, par exemple, il faut bien le mettre très froid pour que ce soit plus facile à piquer. Ah oui, évidemment. Parce que là, il est un peu plus tendre déjà Parce que naturellement. si on le mettait à température ambiante, il rentrerait pas, il s'écraserait. On va s'écraser. Tu deviens un vrai chef, toi, hein? Bah avec vous, j'apprends. Progresse. Je finis de ciseler les légumes avant d'apporter notre lièvre à Thierry qui détaille le gras de jambon en cubes pour en larder l'érable et les cuisses. Alors, on va se faire un petit rable entre amis. Sinon, c'est une belle pièce, hein? Oui. Alors, question les garçons, pourquoi la viande de gibier est systématiquement d'une couleur plus sombre que les viandes d'élevage? Alors, c'est le taux de ce qu'on appelle la myoglobine. Alors, dans le sang, tu as de l'hémoglobine qui te permet de transporter ton oxygène. Dans les muscles, il n'y a pas d'hémoglobine, mais l'équivalent, c'est ce qu'on appelle la myoglobine. Et cette molécule, elle est très présente dans les muscles des animaux qui ont besoin de courir beaucoup ou de faire justement toutes les périodes de migration, etc. Justement, le lièvre qui a beaucoup courir, le cerf, etc. Eux, on peut déjà prédire qu'ils vont avoir des viandes très rouges. Alors que les viandes blanches, tu vois, tu regardes les poulets, tu regardes même le porc, par exemple, qui va rester dans sa basse-cour, qui va faire 3-4 mètres par jour, lui, il a besoin de très peu d'oxygène. Et donc, finalement, il a un taux de myoglobine très faible. Plus la chair est musclée, plus elle est foncée. Ah, d'accord. Tu devrais être hyper foncé à l'intérieur. Oui, je pense que Thierry est plus foncé que nous. Hein. Car notre chef est aussi un sportif émérite à ses heures. Alors, donc là, t'as mis la fève. Là, j'ai mis une petite fève, tu vois. T'en mets 2. Allez, 2. soyons généreux. Soyons fous. Ça, c'est une super astuce. Alors, pendant ce temps-là, je vais me saisir de la bouteille de cognac et je vais mettre, allez, 10 centilitres, 7 centilitres dans ces eaux-là. On va chauffer ça. Alors, pour ceux d'entre vous comme moi qui ne sont pas chasseurs et qui aiment néanmoins le gibier, il y a d'autres façons de se procurer du gibier, bien sûr. Oui. Et donc, c'est intéressant d'avoir un petit éclairage sur cette filière. Ah, que la chasse est un sport attachant,
rien n'est plus beau que la chasse. Je suis justement allée à la rencontre d'un couple d'éleveurs de faisans, Thierry et Carole Charlot, installés dans la Nièvre. Et leur particularité est d'élever ces oiseaux de la façon la plus naturelle possible afin que ces derniers retournent à l'état sauvage. Leurs volières sont au grand air, dans un environnement végétalisé dans lequel évoluent les volatiles avant d'être relâchés au bout de 20 semaines. En plein dans les... Nous élevons du gibier pour le repeuplement des territoires de chasse. Dans les volières, nous utilisons de la topinambour qui va leur permettre de pouvoir se cacher, s'habituer à se cacher. Et comme ça, quand ils seront lâchés dans un milieu naturel, ils pourront tout aussi bien se cacher, auront un instinct sauvage pour pouvoir se défendre. Il faut se dire que sur tout le gibier qui peut être lâché, il y a à peu près 40% de faisans prélevés. 60% retrouvent donc la liberté et sur les 40 prélevés, tous ne sont pas forcément dégustés dans la foulée par les chasseurs, car il existe des collecteurs qui viennent acheter les prises. C'est le cas notamment à 2 heures d'ici, en pleine Beauce, où nous avons rencontré Emmanuel Marie. Dans un délai de 24 heures, il sélectionne le gibier afin de le revendre ensuite chez les grossistes. De bon matin, les habitués sont au rendez-vous. On sillonne toute la Sologne, on va dans tous les départements du Tour, tout autour. On fait que du ramassage, c'est notre spécialité. Par contre, les produits, il faut qu'ils soient frais, d'accord, de qualité. Si ça ne va pas, les gens repartent avec. On ne prend pas de risque. Jamais. 66, 2 petits. Ça fait 4 générations qu'on fait ça. J'espère qu'il y aura une 5e. Chez nous, la chasse, c'est une passion. Pas d'aller tirer. Non, je ne suis pas chasseur. La collecte terminée, direction l'atelier pour effectuer le tri des bêtes, celles qui seront vendues à la découpe et celles qui seront vendues en pot, comme l'on dit. C'est fini où le temps, les gens, ils mangeaient le lièvre faisandé, le gibier faisandé. Ça sentait fort, c'était fort à manger. C'est terminé ça. Maintenant, on mange le gibier frais. Tout est ensuite stocké en chambre froide, la chaîne du froid ne devant pas être rompue. On va faire partir beaucoup sur Rungis, déjà. On a 3 gros clients sur Rungis, un petit peu sur la Belgique, quand même, un petit peu la Suisse. Mais nos plus gros clients, ça reste quand même la France. Le lièvre, sanglier, biche, chevreuil. On est très très gros consommateurs de gibier. On fait de la vente directe en même temps. De l'ouverture de la chasse début septembre jusqu'au 31 mars. Emmanuel achemine ensuite ses marchandises vers les grossistes, les distributeurs et quelques bouchers, de plus en plus rares à proposer du gibier. Alors vous le savez maintenant, si vous êtes amateur de gibier, mais que vous ne chassez pas, aucun problème grâce à cette filière bien organisée. Alors toi, quand tu cuisines du gibier, on va voir tout à l'heure ta recette de grouse, tu fais appel justement à ces ramasseurs-collecteurs. Exactement, et je prends ce qu'il y a. C'est-à-dire que je ne vais pas choisir un gibier par rapport à un autre. S'il y a du lièvre, je prends du lièvre. S'il y a du perdreau, je prends du perdreau. Mais je ne suis pas là à forcer la main sur des chasses excessives, mais au contraire, de rester raisonné dans mes achats de produits de la chasse. Mais revenons à notre civet de lièvre. La graisse d'oie dans le faitout est bien chaude. Je peux donc y déposer et marquer les morceaux de viande. Est-ce qu'on a besoin de rincer un lièvre? Non. Là, alors, ce que je recommande, si vous retrouvez, souvent, ça peut arriver de voir les poils de la bête qui restent. Donc un petit coup de flambage, soit vous le passez directement si vous avez un bec de gaz. Ici ou à la flamme, ouais. Un petit coup de chalumeau, enfin on a toujours ça à la maison pour faire de la pâtisserie maintenant. Bon là on va laisser... on va laisser rôtir un petit peu quand même. Après quelques minutes, je retire les morceaux de la cocotte et les remplace par les légumes, mélange classique de céleri, carottes, échalotes et oignons. On va laisser repartir à température. Quand ça va être tombé, on va faire comme un fond de braisage. Est-ce qu'on sale, Thierry? Non, pas tout de suite. Ça sert à rien, c'est un peu prématuré. Quand tu auras la viande, par contre, sur le gibier, je ne sais pas si c'est comme moi, mais un bon tour de moulin à poivre. Ah oui, d'accord. Ça, il faut que ça castagne un peu. Ah, je te sens en forme, là. Ah oui, ça m'a réveillé le gibier, là. Tu peux replacer ton... Je remets mes morceaux? Ouais. Allez, hop, là. Alors, maintenant, il faudrait flamber. On est d'accord?
Ouais. Ah, chauffe, hein. Alors, donc, pourquoi flambe-t-on? Alors, on utilisait souvent des vins assez durs, pas les meilleurs crus que nous ayons pour faire de la cuisine, et des alcools assez durs. Et le goût de l'alcool restait très présent dans la cuisson. Donc, on flambait. Ça évapore l'alcool Ça évaporait l'alcool, et il restait que les notes intéressantes du vin et de l'alcool. Par contre, si vous avez un grand Bordeaux, un grand cognac ou ce que vous voulez, Oui. là, juste à la fin, d'accord. une petite cuillère Plutôt à à la café. fin qu'au début, pour profiter vraiment des saveurs de l'alcool. Donc là, on va singer, comme on Tu dit torréfies chez pas vous. ta farine, hein. Ben non, Alors moi, je la torréfie un petit peu, sinon on va éclaircir un peu notre sauce. torréfier la farine. Donc, torréfier Soit. la farine, Alors, une cuillère à soupe de farine, on va la torréfier là-dedans, ça va? Donc, en fait, tu veux la cuire finalement, la pré-cuire, Oui, pour puis lui donner éviter d'avoir ce côté un peu, blanchâtre, poudreux sous la dent. Et puis lui donner un côté un peu toasté, qui se marie bien avec le gibier. Ce sera plus digeste aussi, j'imagine. Ah oui, bien sûr, parce que tu vas détruire un peu l'amidon, le gluten. Mais là, surtout, tu vas donner de la couleur et des saveurs nouvelles. Alors, on va mettre ça comme ça. Donc ça, c'est ce qui va donner le liant à notre sauce, évidemment, à l'ancienne. Là, il faut remuer un petit peu, non, ou pas? En général, on enrobe un peu. C'est parfait. Voilà. Alors toi, quand on t'a parlé gibier, ça t'a fait penser à un oiseau que l'on trouve, à ma connaissance, que l'on ne trouve pas en France. C'est la grouze, en Écosse, en Irlande aussi, il me semble. Oui, moi, mon fournisseur est en Écosse et ça reste un gibier sauvage. Et c'est dans ces cuisines que le chef Marx nous invite à découvrir le volatile et sa recette. Première étape, parer la grouze. Alors c'est un gibier qui a 72 heures de maturation après avoir été tué. C'est pas un gibier extrêmement fort, hein. On prétend qu'il mange beaucoup de baies de genièvre. Donc leur alimentation donne un goût assez particulier. C'est un gibier qui reste très intéressant, très peu connu du grand public. Mais on le trouve en Europe, surtout au nord de l'Écosse. Le chef va lever et réserver ses filets pour les farcir. Quant au reste, je le garde pour faire un vrai jus qui va me servir pour la décoration et la sauce. Deuxième étape, la réalisation de ce jus justement. La carcasse, la peau et les ailerons sont concassés, puis saisis dans une cocotte fumante. On va dégager un maximum d'arômes. Le chef déglace ensuite la cocotte au vin rouge avant d'ajouter de l'eau. Je n'ai pas volontairement ajouté une garniture aromatique. Là, ce sont des carcasses qui vont cuire très vite. Ce qui va m'intéresser là, c'est la réduction. Le jus réduit, Thierry Marx peut passer à la troisième étape de sa recette, les filets farcis. Donc pour faire la farce, c'est simple. Les cuisses, les viscères, les abats, la grousse. Auquel on ajoute un œuf et du veau haché. La chair du veau va me donner un peu de liant à ma farce et des noix. Je fais tourner pour avoir une chair fine, vraiment fine, mais pas monter à trop haute température, c'est dangereux pour les farces. La fine farce obtenue est ensuite soigneusement étalée sur les filets, préalablement dénervés. Le chef Marx enferme ensuite la farce au milieu des filets en les roulant dans du film alimentaire. Les petits cônes ainsi obtenus vont cuire 7 minutes. Four vapeur. Place à la quatrième étape de sa recette. Pour décorer ses filets farcis, Thierry réalise 2 gelées. Alors ça, c'est mon jus de grouze lié au sang. Je vais le chauffer, mais je ne vais pas le faire bouillir. Ça, c'est juste un petit peu de crème fraîche, avec aussi un tout petit peu de sang. Pour faire prendre les gelées, il les verse ensuite dans 2 plats pour obtenir une fine couche et les réserve au réfrigérateur. Voilà. Le reste du jus de grouze, additionné de copeaux de châtaigne pour l'épaissir, est mis à réduire à feu moyen. Le chef Marx poche ensuite des quarts de poire dans de l'eau citronnée. Les ballotines sont cuites, on passe à la 5e étape. Notre chef prélève des triangles dans nos gelées, blanches et noires, qu'il dispose sur le filet en quinconce. Dernière étape, le dressage de tous les éléments dans l'assiette. Les poires pochées, une cuillère de réduction surmontée du cône et le tour est joué. Grouze et poire pochée au poivre. C'est magnifique. Je veux toujours donner de l'esthétique au gibier parce que je trouve ça quand même un peu mortifère des fois. Et puis cet oiseau est tellement joli qu'il fallait lui donner une forme jolie. Vrai, Il ne tout soit aussi pas mort joli. pour rien. C'est délicieux. Alors là, c'est vrai qu'on a un goût qui est quand même puissant, hein, Ouais. le gibier.
Mais en même temps, on a une vraie finesse dans la texture, dans la saveur, c'est délicat. Et puis il y a les poires qui viennent donner de la fraîcheur justement à l'ensemble. Et il y a les poires fraîches qui donnent de la fraîcheur. Elles ont été rôties, mais laissées à température ambiante pour qu'elles ramènent de la fraîcheur. Ouais. On a besoin avec le gibier, personnellement, de ramener un peu de fraîcheur en bouche, qui des fois un peu explosé par la surabondance de saveur. De fraîcheur en goût et puis même en température. C'est agréable d'avoir ce contraste. Très très bon. C'est drôlement bon. Bon bah les garçons, allez, on a du boulot. Notre lièvre est en train de mijoter. Alors, c'est parti. Alors maintenant, je saupoudre le sucre. Ouais. Dans la recette de Jean-Marie, il y avait 50 grammes. Alors bon, pour me donner bonne conscience, j'ai réduit à 40. D'autant plus que moi, je mets un petit peu de chocolat. En fait, on ne le sent pas tellement à l'arrivée, le sucre. Alors, on ne le sent pas vraiment. Mais en même temps, ce sucre, il a une double action. Il a une action sur évidemment le goût, à arrondir un peu ce goût un peu tannique du vin et la puissance du gibier. Mais en même temps, il va donner beaucoup de brillance à la sauce. Thierry, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié mes petits lardons qu'en principe, je fais rissoler avec ma garniture aromatique. Lardons fumés. C'est pas grave, on peut les faire revenir à part et les ajouter. On va les ajouter. Ça nous laisse le temps, on va baisser un petit peu sous la viande. On baisse un peu. Là, on peut verser le vin. Ah ben on peut y aller alors. Donc là, on couvre à niveau, c'est quoi, une bonne bouteille, voire une bouteille et demie. Et surtout, on ne retire pas du feu. Il ne faut pas que je perde d'ébullition. Il faut que ça remonte en ébullition très vite. D'accord, là c'est le cas. C'est le cas. Noix de muscade. T'es d'accord? Ça aurait pu l'ennemi, la noix de muscade. Non. Clou de girofle? Juste un peu. Juste a little bit. A little bit, please. Comment tu concasses 2 clous de girofle? Moi, je fais avec le plat du couteau. Pas si simple que cela, je le fais à ma façon en les concassant avec quelques coups de lame. Nous les ajoutons dans la cocotte, ainsi que les lardons qui vont apporter leur goût fumé. Et nous abandonnons ainsi notre civet de lièvre à sa cuisson. Nous le couvrirons par la suite. Alors, une autre recette de gibier intéressante, très prestigieuse, l'oreiller de la Belle Aurore, qui résume à lui seul tout le savoir-faire des cuisiniers français et des cuisinières, puisque celle-ci est une femme justement, elle s'appelle Sonia Esgulian, elle le fait à sa façon à Lyon. Pour découvrir cette recette de pâté en croûte qui assemble traditionnellement 14 viandes de gibier, je reprends le volant de ma petite Micheline direction Lyon. C'est sur les bords du Rhône que Sonia, journaliste culinaire passionnée, m'a donné rendez-vous pour l'accompagner chez son boucher afin de choisir les viandes de son oreiller de la Belle Aurore en version simplifiée. Bonjour. Très bien, merci. Pour l'oreiller, j'aime bien faire un mélange de 5-6 viandes différentes. Et là, c'est intéressant de savoir à ce moment précis de l'année quel gibier je vais trouver, quelle est la meilleure qualité et comment je vais pouvoir les assembler. Tu as les petits pigeons là, pigeons au sang, qui sont pareil, bien goûteux, bien moelleux. Ça me plaît. Éventuellement une petite caille aussi pour compléter. Pour respecter l'esprit de la recette et les contraintes de la saison, son boucher lui propose donc de mélanger gibier à plumes, petite volaille et gibier à poil. L'équilibre des saveurs est important et le boucher de Sonia lui conseille d'ajouter un joli bout d'échine de porc pour compléter sa recette. Et ben voilà Sonia, à toi de trouver. Merci beaucoup. Les bons produits sont là. Merci beaucoup. À bientôt Frédéric. Allez bien. Notre ancienne restauratrice est bien pourvue, direction son appartement à quelques rues de là. Le perdreau. L'oreiller de la Belle Aurore doit son nom à sa forme. C'est vraiment une forme d'oreiller très bombée, très dodu. Et en fait, on le sert traditionnellement pour les fêtes de Noël à Lyon. C'est une recette qu'on doit à Bria-Savarin, réalisée en hommage à la maman du gastronome. Et c'est pour ça, elle s'appelait Aurore, donc c'est pour ça que le pâté reprend son nom. Sonia commence par parer le perdreau en retirant les pattes et les dernières plumes au chalumeau. Je vais surtout utiliser les filets et un petit peu la viande de la pâte. Les filets sont ensuite mis à macérer dans de l'alcool blanc. Cet alcool à base de baie de genièvre va énormément parfumer la chair de mon gibier sans trop prendre le dessus. Je vais faire la même chose pour la caille et le pigeon. Sonia détaille maintenant le morceau de chevreuil en aiguillettes qu'elle met également à mariner. Puis elle s'attaque à la farce réalisée avec les cuisses du perdreau et l'échine de porc. Quand on a un gras magnifique comme celui-ci, il faut le garder pour la préparation parce que c'est ce qui va permettre à la farce d'être moelleuse pour équilibrer le reste des viandes.
Le tout passe 2 fois de suite au hachoir pour obtenir une farce bien fine, dans laquelle elle ajoute un peu de farine, un œuf, du sel, du poivre et une cuillerée à café d'un mélange 3 épices, composé de cumin, de gingembre et de noix de muscade. L'idée, c'est d'avoir un mélange avec beaucoup de caractère, mais sans que ça prenne le dessus. La farce et les morceaux de viande auxquels sont ajoutées de belles tranches de foie gras sont prêts. Sonia peut façonner son oreiller. Le secret de la pâte du pâté croûte, c'est qu'on va enlever à peu près 1/3 de la quantité de beurre pour la remplacer par du saindoux. Un tour de main qui rendra la pâte bien plus croustillante et savoureuse. Car si au départ la pâte servait essentiellement à conserver le pâté, aujourd'hui elle fait partie intégrante de la dégustation. Allez, c'est parti pour le montage, un peu technique, vous allez voir. C'est très important d'avoir un débord tout autour, comme ceci. Elle dépose ensuite les filets de pigeon, puis complète avec les plus petits filets, ce qui nécessite un sacré tour de main. Ça, c'est par expérience pour que ça soit joli à la découpe. Je mets un petit peu de farce à l'intérieur et je remets un deuxième filet. Viennent ensuite les tranches de foie gras et les aiguillettes de chevreuil disposées en couches successives. On dirait la construction d'un petit château fort, en fait. La construction finie, Sonia recouvre d'un grand carré de pâte. Bien comme un coussin. Je prends assez large et je vais égaliser les bords. Pour que la farce ne s'échappe pas sur les côtés, Sonia conseille de bien pincer les bords. Elle façonne ensuite des petites cheminées en papier sulfurisé. La cheminée, c'est essentiel pour évacuer l'humidité pendant la cuisson. Sinon, la pâte va être toute molle. Une astuce qui permet en outre une cuisson uniforme. Avec les restes de pâte, Sonia crée des petites décorations sur l'oreiller et badigeonne l'ensemble de jaune d'œuf. Je vais enfourner l'oreiller de la Belle Aurore à four très chaud pendant une dizaine de minutes. Ensuite, je vais baisser le four à 180. Et là, pour un pâté de cette taille, il va cuire à peu près 1h30, voire 2 heures. Et voilà ce que cela donne une fois cuit. Il peut être dégusté ainsi, juste tiède, ou froid après une nuit au réfrigérateur. Alors, oreiller de la Belle Aurore, une recette légendaire qui finalement, grâce à Sonia, en tout cas, est assez accessible dans une cuisine non professionnelle. Ça, c'est pas mal. C'est vrai, moi je trouve qu'elle l'a redessinée, elle se l'est appropriée. La preuve. On vient te voir ? Allez. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes ? Moi, je voulais vous parler justement du faisandage Ouais. et puis versus maturation d'une viande, en fait. Donc, pas d'expert. Tu veux dire, oui, entre un steak de bœuf, par exemple, dont on dit qu'il faut le laisser maturer, voilà, et le faisandage. Voilà, quelle est la différence et s'il y en a une. Alors, voici un muscle d'animal, évidemment, mais ça pourrait être l'homme d'ailleurs. Alors ça, c'est quand tu coupes, par exemple, un muscle, tu te rends compte qu'il y a des fibres musculaires, et puis il y a des fibres de collagène, et au sein de cette fibre, tu as le fameux collagène, cette triple hélice. Tu vois, c'est très très compliqué, il y a vraiment des structures, des sous-structures. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand l'animal meurt? À l'intérieur des cellules, il y a un sucre qu'on appelle le glycogène, qui va continuer à être présent, et ce qui fait que la cellule va continuer à le consommer. Et comme elle consomme, eh bien, ça va libérer de l'acide lactique. Cette acidité va continuer à augmenter, à augmenter. Et il y a un moment, comme l'acidité augmente, eh bien, les bactéries vont ralentir. C'est un mode de conservation. Donc c'est pour ça que les viandes qui sont maturées peuvent être conservées comme ça longtemps. Et puis ensuite, il y a des enzymes qui vont se mettre en route. Et ces enzymes, elles vont agir comme des petits ciseaux. Et elles vont venir comme ça, tu vois, couper les fibres et encore couper. Et plus on va laisser maturer, plus on va casser complètement les fibres et ça va attendrir, première chose. Et puis ensuite, ça va donner des nouvelles saveurs parce qu'elles vont développer des saveurs intéressantes. C'est ce qu'on peut constater plus fréquemment sur le bœuf. Et ça, voilà, c'est la maturation. La maturation attendrit la viande. Voilà. Donc tout ça, ça va aider finalement à créer une viande très très tendre et très savoureuse. Donc c'est à peu près le même principe entre la maturation et le faisandage. Ça, c'est la maturation. Le faisandage, lui, c'est une maturation, mais en plus, on ne vide pas l'intestin normalement de l'animal. Oui. Et donc, tous les ferments qui sont dans l'intestin continuent à travailler. Bouillon de culture. Et donc, tous ces gaz-là qui vont se produire, se libérer, tous ces produits de décomposition vont venir, comme ça, si l'intestin est là, par exemple, vont venir comme ça et vont venir parfumer le muscle. Alors, on aime ou pas ces arômes et ces parfums. Parfumé ou pollué pour certains, mais en tout cas... mais c'est ce fameux goût de faisandage. Et voilà, et d'où cette viande très très puissante. Ça vient des intestins. Ça vient de la flore intestinale qui continue à vivre.
Alors, justement, question pour le bon faisandage. J'imagine que ça dépend des animaux. Mais en gros, entre la date d'abattage et la date de consommation, c'est quoi le bon faisandage? Alors, quand on regarde les anciens livres, ça peut être 2 mois, 3 mois. Donc ça, c'est énorme. Maintenant, nous, on va plutôt avoir 2-3 jours. Enfin, il disait même que l'abdomen de l'animal devait être vert. Presque. Donc c'est vraiment qu'on avait poussé. Ah oui, c'est bizarre ce goût. C'est presque. Comme oui, mais on aimait bien avant, je pense, les goûts très prononcés. Maintenant, on est moins adepte de ça. On sortait du Moyen Âge avec toutes ces épices, ce vinaigre. Et les bouchers ont réinventé un peu leur métier parce qu'il faut savoir remettre au bon moment un petit peu d'humidité pour pas que la viande pourrisse. Justement, c'est très technique. C'est une vraie culture. Ah oui. Or que le gibier continue à disparaître tout doucement de nos assiettes. Ça, c'est pas dit, notamment en Charente-Maritime, où nous avons rencontré Christian. Alors lui, c'est le roi du lièvre à la royale. Ça vous dit quelque chose, le lièvre à la royale, les garçons? Un monument de la cuisine française. Oui, alors là, on peut le dire, c'est un monument qui nous est envié par beaucoup, parce qu'il y a un savoir-faire dans le lièvre à la royale qui est de l'artisanat, mais de l'art et de l'artisanat. Allez, suivez-moi, je vous emmène maintenant découvrir cette recette de haute voltige qui a fait date dans l'histoire gastronomique française. Et pour cela, je me rends dans une région qui m'est chère, la Charente-Maritime et ses rives atlantiques. D'ailleurs, je laisse rapidement Micheline au repos, car là où je me trouve, c'est le vélo qui est de rigueur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous auriez des oignons? Je suppose que oui. Des carottes, mais du céleri, j'en vois pas. Ah si. Voilà. Puis mettez-moi 3 oignons. Merci. Merci, bonne journée. Ah, c'est la bonne idée, ça. Et contre toute attente, c'est sur l'île de Ré qu'on est venu pour cuisiner le lièvre à la royale. Parce qu'ici, on va rencontrer Christian. Christian est un cuisinier amateur, mais qui ne le fut pas toujours. Il a travaillé dans un restaurant. À l'époque, il faisait son lièvre. Il continue de le faire à la maison pour les copains. Et je peux vous dire que son lièvre, il vaut le détour. Nous voilà. Monsieur Christian, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ben ça va, on a la chance d'avoir à peu près beau temps. À peu près. En tout cas, je peux dire que c'est bien agréable de respirer ce bon air. Voilà. Alors, prêt pour le lièvre? Oui. Ah là là, belle cuisine. On sent qu'elle est utilisée, et alors, cette j'ai cuisine. préparé le lièvre. Ah, le lièvre, dehors. Qui est dehors. Oh, ah oui, dis donc. Voilà, j'ai... Ah oui, la bête est là. Alors, et dis-moi, qui t'a appris à travailler le lièvre comme ça? j'ai quand même eu un restaurant pendant quelques années à Paris. Et j'ai ressorti la recette du lièvre à la royale. Du sénateur Couteau ou Carême? Ah non, Carême. Si Aristide Couteau, sénateur de la Vienne, propose en 1898 une recette où le lièvre est émietté et dégusté à la cuillère, l'historique chef cuisinier Antonin Carême, inspiré de la tradition périgourdine, le prépare dès 1775 entièrement désossé et reconstitué autour d'une farce et d'une sauce au vin rouge. Le débat est toujours ouvert, mais Christian a opté pour la version historique et mythique du chef. Alors, on démarre par quoi? Par la farce, par la marinade? Non, il vaut mieux faire la marinade d'abord, parce que la marinade, elle a besoin d'être cuite. Ah d'accord. Nous commençons par faire revenir les oignons, les carottes et le céleri découpés en mirepoix. Et une fois bien saisis, nous ajoutons les os concassés de notre lièvre. Bon, alors... Ça commence à attacher, il y a des bons sucres là. On va mouiller. On va mouiller avec... Ben, j'ai pris un vin de Cahors. Alors, on va mettre 5 litres de vin. Ah oui, donc il vaut mieux y aller au cubi, t'as raison. Christian me conseille de mettre 10 baies de genièvre et un bouquet garni avant de couvrir à demi 1h30 à petite ébullition. Le temps pour moi d'écrire les premières étapes de cette recette de longue haleine sur mon carnet. Christian me rappelle à l'ordre car il est temps de confectionner la fameuse farce. Que faut-il faire? On va se servir pour la farce des abats. Des abats du lièvre. Oui. D'un peu de foie gras. Un peu de foie gras. Qu'on coupe en petits dés. D'accord. Là, j'ai 200 grammes de veau. Plutôt une viande blanche. Une viande blanche et relativement maigre. Si on n'a pas de veau, on peut mettre du blanc de poulet aussi. D'accord.
Il ajoute également 300 g de gorge de porc et 150 g de foie de volaille. Tout cela va être haché, mais avant, Christian les fait mariner dans du cognac et du pinot des Charentes, ce vin de liqueur local obtenu par un mélange de mou de raisin et de cognac. Avec un peu de mie de pain, cette préparation, on va la laisser mariner au moins 24 heures. Ah, quand même? Oui. Mais j'ai pas pris ma brosse à dents, moi. Rassure-moi, t'en as fait un d'avance. Oui. Ah, il est parfait. Christian sort sa farce marinée durant 24 heures du réfrigérateur et la hache avec une grille moyenne. Il ajoute du persil pour une petite note de fraîcheur. Il recouvre la chair du lièvre de sa farce et nous ajoutons de belles lamelles de foie gras. Alors, le foie gras, tu veux que je le dispose? Tu le mets comme ça. Je le mets comme ça, là. Voilà. Ça te va? Un autre ici. Là. Puis Ici. le reste, ça sera pour mon petit déjeuner demain matin. Voilà, on est d'accord. Cru à la charentaise. Oui. Nous agrémentons la préparation de champignons, des trompettes de la mort, cueillis sur l'île et séchés par Christian, qui remplacent les truffes classiquement utilisées. Nous pouvons passer à l'atelier couture. Et cette peau, elle est suffisamment solide pour pouvoir être cousue. Elle va pas se déchirer. Non. Mais ce n'est pas fini, le lièvre est encore recouvert d'une crépine et, astuce de Christian, d'une compresse de gaz stérile pour bien contenir la farce et la viande. Et par sécurité, Christian ficelle le tout, on ne sait jamais. Oui, donc dis donc, il est drôlement scellé ton lièvre. Hein. Bon, on y va. Allez. Allez. Donc là, j'ai transvasé, comme tu me l'as demandé, la marinade dans la poissonnière. Super idée, la poissonnière. Hein. Et alors, une fois que tu as atteint la température, une fois que tu vois que ça commence à frémir, tu couvres? Tu baisses et tu couvres. Tu baisses et tu couvres, d'accord. Quand ça bouille, tu baisses. C'est la bouillabaisse rétesse, finalement. Voilà, oui, presque. Après 5 heures de cuisson, le lièvre va reposer pour refroidir. La marinade restante, elle, va servir pour notre sauce. Nous accommodons la marinade avec un fond de veau, une cuillère à soupe de gelée de coin, touche personnelle de Christian, une cuillère à café de cacao amer, puis nous la lions avec un peu de sang de notre gibier. Et enfin, nous lissons soigneusement cette sauce avec nos derniers morceaux de foie gras. Le lièvre bien refroidi est découpé en tranches, il ne reste plus qu'à déguster notre plat royal. C'est quand même pas un plat très courant chez les particuliers. Non. Ah ben, non, je ne se fait connais rarement à la pas maison. beaucoup de particuliers qui servent du lièvre à la royale. Déjà, les restaurants, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Il est fondant. C'est là qu'on se souvient, selon la légende, que le plat aurait été inventé pour Louis XIV qui n'avait plus de dents. Oui. Là, on comprend mieux. C'est délicieux. Et merci, Christian. Fais gaffe parce que je vais me réinviter. Hein. La maison t'est ouverte quand tu veux. À bicyclette. Ah, tu me disais, c'est un vrai chef, on le voit tout de Oui, suite. c'est un vrai chef, on voit ses mains, on voit son travail, on voit l'approche du lièvre royal, sa découpe, il garde l'essentiel du lièvre royal. Pour le lièvre à la royale, c'est une recette ancestrale qu'on a un peu oubliée. Pourquoi c'est une recette prestigieuse? Parce que c'était une recette qui a été faite pour la première fois pour le roi, Louis XIV. C'est ce que je disais, il était sans dents. Qui était donc, sans dents, et son cuisinier lui préparait un certain nombre de choses comme ça. Mais il fallait que les choses soient royales. Ah oui. Donc le lièvre Ça en jette. était désossé, comme on l'a vu là. On gardait la tête, on gardait les oreilles du lièvre et on gardait la peau. On nettoyait la peau et la peau servait de moulage. Et on resservait le lièvre formé, on réenlevait la peau une fois qu'il a été, et on le cuisait dans des bardes de porc, de la crépine, comme l'a fait ce chef. Et surtout, il nous a fait une sauce qui est noire. Ouais, c'est ce qu'il faut. Noire, hein. presque diabolique, comme ça. Elle est magnifique, elle était brillante. Alors, nous, on va laisser cuire pendant 2 heures. On retourne les morceaux quand Tu même. vois, Hein. ta sauce qui épaissit. Moi, je touche pas trop. Sur la fin de la cuisson, Jean-Marie Amat recommande de hacher finement les abats, de les cuire avec une louche de sauce et ensuite d'intégrer le sang. Mais alors là, à partir de là, on ne porte plus à ébullition. On est d'accord. Bah, tiens, Et regarde. je les coupe en petits T'as dés. réservé ces petites douceurs. Ouais. Et voilà. Alors, Les poumons sont concassés et le foie débarrassé du fiel porteur d'amertume. Je les passe au mixeur avec une bonne louche de sauce du civet avant de les mettre à cuire sur feu doux. De son côté, le civet de lièvre a cuit 2 heures. On peut réserver les morceaux de viande pour nous occuper de la sauce.
Alors, là, normalement, on redécante, Oui. pour utiliser ton vocabulaire. C'est-à-dire qu'on va filtrer la sauce à travers un chinois. Alors, question, faut-il fouler ou ne pas fouler? Sous-entendu, faut-il écraser vraiment pour récupérer... Je crois que les légumes, très honnêtement, après 2 heures, Ouais, vu la taille y a rien qu'ils à ont, en tirer. tout ça, ça a déjà tout donné. Alors, en 2 heures, Alors ouais. par contre, pourquoi on foule? Pas uniquement pour récupérer la saveur, mais pour pas perdre de jus non plus. Et voilà. Et voilà, merci chef. Alors, je remets ça là-dedans. Allez, on va faire réduire tout ça. Notre sauce ayant commencé à réduire, j'en rajoute un peu dans notre hachis d'abats avant de l'intégrer dans la cocotte. J'ai coupé la chauffe. Tu as coupé la chauffe. Et oui, alors on va la couper d'autant plus qu'on va rajouter le sang. Oui. Donc avec le sang, on ne porte jamais à non, ébullition. non. Hein. Le sang, il faut y aller, tout doucement. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup des fois. D'accord. Parce que ta sauce, elle est très jolie déjà. Mhm. Elle a une texture, une épaisseur. On voit bien qu'elle, tu vois, si on regarde, tu vois, elle est presque à la nappe. Donc, l'ajout de sang va être progressif et stop. Pas non plus faire un pâté de foie. Il ne faut pas chercher à tout mettre. Regarde, tu vois, il faut arrêter là maintenant. Ah, c'est tout? Oui, regarde. D'accord. Enfin, personnellement, je la trouve suffisamment noire. D'accord. Elle est encore un tout petit peu. Et le reste, on le boit Mais- plus sec, hein, on est d'accord? En bougeant. En bougeant, en bougeant, en bougeant. Voilà. 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 C'est le 31, mais bon. Oui, c'est ça, elle est déjà en fait. Oui, c'est bon, c'est bon. Allez hop, c'est bon. J'ajoute un carré de chocolat noir et nous testons cette sauce que nous relevons de quelques tours de moulin à poivre avant de la filtrer de nouveau. Alors d'habitude, quand je prépare ce plat, bon, il est souvent meilleur réchauffé, hein, souvent Ça, lessivé. c'est sûr, ouais. Et j'avoue que je préfère le réchauffer au four dans ces cas-là. Parce que sinon, on va avoir une ébullition ouais. par le dessous. Souvent, on sort la Ça va casserole surcuire. du réfrigérateur et on met quelque chose et de c'est froid surtout sur que ta le sauce, feu. elle est liée. Donc, si tu la mets à bouillir, Mais voilà, donc là, il faut tu vas surtout perdre pas la faire bouillir. Voilà, donc Faut tandis la qu'un réchauffer four à tout four- doux, à four là, c'est tout beaucoup doux. plus efficace. Et voilà, et on va replacer nos morceaux. Faut prêter un peu d'attention. Ouais, il faut se donner un peu de mal. Voilà. Et Regarde. je crois qu'on ne s'est pas loupé sur la sauce. Non, elle est magnifique. Voilà. Alors à partir de là, effectivement, on est très prudent. Hein. Pas de montée en température brusque. On fait chauffer ça idéalement au four à four doux. Ah oui, four tout et à doux. couvert. Hein. Ouais. Allez, hop, on va maintenir ça en température, comme on dit chez les grands chefs, dans le four, justement. Tu me l'allumes, Oui, Thierry bien sûr, bien sûr, bien sûr. En attendant que mon civet de lièvre soit prêt et que tous mes invités arrivent, je vous propose une dernière échappée dans l'univers très codifié de la vénerie, par une rencontre étonnante dans un élevage canin à Saint-Aubin-les-Forges, dans le Morvan, avec Laurent Dubois, piqueux de profession. Nous le retrouvons dans son chenil avec sa meute, constituée de 115 Français, blancs et noirs, adultes, qui chassent exclusivement le cerf. Un équipage et une meute créés il y a plus de 90 ans par le grand-père actuel de l'employeur de Laurent. Pour les novices comme moi, redéfinissons le métier de piqueux. C'est avant tout élever des chiens et chasser. C'est aussi une connaissance des animaux que l'on chasse, une connaissance de la législation, une connaissance du territoire où l'on chasse. Je prépare une liste de chiens la veille de la chasse en fonction de ce qui s'est passé la chasse d'avant. On chasse en moyenne avec 60-65 chiens. Pour le moment, point de chasse, mais les entraînements quotidiens en forêt afin de faire courir et muscler les chiens qui doivent être endurants. C'est des athlètes de haut niveau, on va dire. On utilise le coupe, qui est un vieil outil de vénerie. On est, je pense, un des seuls, voire peut-être le seul équipage à l'utiliser encore. On s'en servait donc pour coupler les chiens 2 par 2, pour les emmener à la chasse. Et on s'en sert aussi pour dresser donc les jeunes chiens à intégrer la meute. On les couple avec un vieux chien, un chien d'âge. Un dressage qui ne prend que quelques semaines, il leur faudra par contre 2 à 3 ans pour être performants à la chasse. C'est parti pour l'entraînement et pour donner le rythme, Laurent monte à cheval. Oui. Oui. Non. Et on fait grosso modo entre 10 et 25-30 km pour la dernière sortie en fin d'été avant la chasse. On augmente petit à petit les distances. On part grosso modo 3h30, 4h les dernières sorties, quoi. Un entraînement de compétition pour ces chiens habitués à la vie au grand air.
Nous, c'est bien au chaud et côté salle à manger que nous accueillons nos invités du jour. Bonsoir, bonsoir Lucie, bonsoir Jérôme. Entrez, entrez. Oh, bah, vous n'êtes pas... Ils connaissent aussi très bien l'univers de la chasse et du gibier, puisque Jérôme Biévlier est à Paris l'un des rares bouchers à proposer une grande variété de gibier. Et Lucie Balinda, elle, est inspectrice de l'environnement en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis depuis 8 ans. Je vous avoue que j'ai découvert un métier. En fait, vous êtes garde forestier. C'était comme on appelait ça comme ça autrefois. Autrefois, oui. Et aujourd'hui, c'est qu'est-ce vrai que ça a englobe? évolué maintenant depuis environ une quinzaine d'années, un peu plus. On a beaucoup de missions de connaissance des milieux naturels et de la faune sauvage. Recensement, je suppose aussi. Par exemple, et puis oui, de contrôle, des bien suivis. sûr. Donc on contrôle les équipes de chasseurs, leur permis de chasser, les gibiers qu'ils ont pu tuer, etc. Et les conditions de sécurité. Oui, il y a eu beaucoup d'accidents, on le sait. Je me suis aperçu que la chasse se féminisait. Ah ouais? Oui. Et le métier de garde-chasse aussi, visiblement. C'est ce que j'allais dire, c'est comme notre métier. Vraiment, c'est vrai que dans les années 70, quand l'ONC a été créé, c'était presque exclusivement masculin. Mais là, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et maintenant, c'est et de la faune sauvage. Et de la faune sauvage. Et alors vous, Jérôme, vous êtes chasseur aussi? Du tout. Du tout. Ah bon? Pourtant, vous êtes boucher spécialiste dans le gibier. Hein. Tout à fait. J'ai accentué un petit peu sur le gibier parce que c'est quelque chose qui se perd avec le temps. Et c'est vrai que moi, je suis assez, on va dire, fan. Mais j'aime bien essayer de remettre un petit peu en avant les produits qui se perdent. Et c'est, je trouve ça. C'est ce que tu disais, hein, on a un peu perdu le goût du gibier. C'est une boucherie que je connais et on trouve vraiment une diversité dans le gibier. On n'est pas cantonné à trouver que du lièvre ou que du perdreau ou que du faisan. Il y a, quand on cherche quelque chose d'un peu rare, on peut le trouver dans sa maison. Est-ce que vous donnez des conseils de cuisson? Parce que parfois, c'est ce qui impressionne un peu les gens, c'est de ne pas savoir le cuisiner, ce gibier. Parce que c'est pas une viande commune, forcément, ne serait-ce que parce qu'elle est saisonnière. Ah, c'est vrai que c'est pas une viande commune, c'est vrai qu'on donne des conseils de cuisson. Déjà parce que déjà à la base, les gens, quand ils le font, c'est sur une demande familiale, donc ils ont toujours un petit peu peur de se louper. Ah oui, de ne pas être à la hauteur du civet de la belle-mère. Tout à fait. C'est un peu ça. C'est bien beau de parler, mais il est temps de savourer notre civet de lièvre. La sauce est vraiment, il faut voir cette sauce. Je vous la recommande. Parce qu'elle est assez légère. Hein. Elle est alors, légère et en Thierry même a temps, pris elle est à l'initiative de larder la viande pour qu'elle soit moelleuse. Le petit point de sucre et d'acidité entre les deux, c'est vrai que c'est juste. Oui, c'est bien sûr. Juste bien, ouais. Et alors, pour revenir sur la chasse, c'est un sujet, pour le moins, on l'a dit, hein, discuté, polémique. Et néanmoins, on a toujours chassé pour se nourrir. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas forcément par nécessité. Mais est-ce que c'est nécessaire à la forêt, à l'environnement que vous protégez, que vous régulez? Oui, on entend beaucoup parler des proliférations des sangliers. Bien sûr. Qui, eux, font beaucoup de dégâts, Voilà, effectivement, qui dans peuvent les faire des cultures. dégâts. Donc, il faut bien pouvoir un petit peu chasser ces espèces pour réguler. D'où la nécessité des quotas, des périodes de chasse. Sur le gibier, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à en faire, le premier restaurant était à la campagne, et je tenais un cahier de venaison, parce que je pouvais acheter directement aux chasseurs, certains quotas, bien sûr, et il fallait le nom du chasseur et remplir ça. Et on pouvait être contrôlé par nos collègues, par vos services. Ah, même jusque dans les restaurants? Ah oui, bien sûr, bah, ils ont une vocation, ils ont une vocation de police. Oui, vous avez même des espèces qui sont interdites à la commercialisation. Comme par exemple la bécasse des bois. Parce qu'elle se raréfie, sûrement? Ça se raréfie et c'est très bon. Donc, évidemment, comme c'est très bon, on pouvait la vendre très cher. Évidemment, il y avait un risque de voir disparaître ces espèces. C'est intéressant de soulever le sujet du prix parce qu'on ne l'a pas évoqué. Mais quels sont les gibiers les plus abordables? Les plus chers, ouais, c'est vrai qu'actuellement, c'est plus le cerf, la biche ou le chevreuil. La découpe est un petit peu chère. Par contre, si on prend tout ce qui est gibier à plumes, au prorata d'un pigeon, quand je vois ce que coûte aujourd'hui un perdreau ou un faisan, même une grousse, je trouve que c'est pas... C'est pas fou. Non, je trouve que c'est pas fou. Mais je trouve quand même que on avait beaucoup de gibier à une époque, ça s'est raréfié. Et on le voit réapparaître à un certain prix, mais ce qui est pas mal parce que de définir des produits un peu haut de gamme pour des périodes données, bah, c'est pas si mal et ça incite les chefs des fois à repenser un petit peu. D'ailleurs, c'est ce qui va faire aussi que le métier de boucher se réinvente. Les nouvelles maturations de viande, ces nouveaux savoir-faire, savoir découper. Et on se dit, bah voilà, il y a une nouvelle approche du métier de boucher aussi, et de dire, bah, on peut aussi reproposer ce type de produits. Moi, dans la boucherie, je pique un petit peu ce que la cuisine fait. Mes volailles sont désossées, farcies. J'utilise des farces et des sauces pour mettre dans mes farces. Donc on les désosse, on va dire. Je mélange un peu la boucherie au traiteur pour arriver à des finalités un peu plus modernes, on va dire, quoi.
On va refermer la page du carnet gibier, pour ceux qui sont encore avec nous. Mais oui, parfois c'est vrai qu'on n'est pas toujours très consensuel. On s'attaque aux plats les plus appréciés, les plus populaires, mais aussi de temps en temps on va dans des niches de notre gastronomie, mais ô combien importante pour constituer ce qu'est la cuisine française. Alors j'espère qu'on vous a donné envie de cuisiner, j'espère surtout que vous êtes déjà prêts pour votre réveillon. Je vous souhaite une belle année, je vous espère l'année prochaine pour encore beaucoup de recettes, beaucoup d'astuces, beaucoup d'échanges entre nous et avec vous aussi. Envoyez-nous vos idées. Salut, bonne année.